Merci, je remercie de tout cœur l'Union nationale des étudiants syriens de France de m'avoir convié à cette rencontre qui est vraiment importante parce qu'on est vraiment ici dans l'antre de la bête qui veut et qui s'attelle à morceler, à humilier, à détruire la Syrie. Je m'excuse, je suis un peu malade, donc je devrais un petit peu forcer sur les décibels pour mieux me faire entendre. Je voudrais avant tout rebondir sur ce qu'a dit mademoiselle tout à l'heure à propos des sanctions, parce que moi, venant de Bruxelles, j'ai des voisins libanais qui m'ont parlé de la même chose. Ils m'ont dit qu'ils voyagent au Liban dans leur pays en utilisant Syrianair, par le biais de Syrianair, parce que les tickets d'avion de Syrianair sont moins chers. Et sa famille s'est retrouvée, la famille de ma voisine s'est retrouvée à Beyrouth, après avoir voyagé avec un ticket aller vers son pays par le biais de Syrianair, mais elle n'a pas pu revenir parce que les sanctions sont venues entre-temps. Donc d'autres personnes, d'autres citoyens d'autres pays, donc les Libanais, sont eux aussi victimes de ces sanctions. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais rebondir, c'est la militarisation qui est survenue très tôt dans le conflit syrien. À partir de mars, et déjà à Daraa, on a des corps de policiers, de fonctionnaires. Il y a des bâtiments publics qui ont été attaqués par le mouvement de foule, par une partie des manifestants qui étaient visiblement armés et qui ont utilisé la population massée dans ces mouvements de protestation pour semer le chaos. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve avec le même scénario que ce qui s'est produit au Venezuela il y a quelques années quand M. Chavez a été renversé. Il y a eu des inconnus qui ont tiré, qui étaient postés sur des ponts, qui étaient des tireurs embusqués, des snipers, qui tiraient à la fois sur la police et à la fois sur des manifestants, y compris des manifestants de l'opposition, pour faire capoter, pour faire mousser l'affaire, pour radicaliser les mouvements d'opposition. Et j'en tiens pour preuve une interview réalisée avec Haitham El-Maleh, le chef de l'opposition syrienne, par un certain Alice von Buren, qui travaille pour le journal italien Corriere della Sera. Il y a eu le 9 avril plusieurs militaires qui ont été tués. C'était le 9 avril à Jablé, je crois, sur l'autoroute de l'Adrier. Il y a eu 9 militaires qui ont été tués, dont le frère de l'époux d'un intellectuel connu aux États-Unis qui s'appelle Joshua Landis. Et donc ces faits ont été complètement occultés par les grands médias. Alors s'il fallait commencer par les médias et par les médias mensonges, franchement j'aurais du mal, parce que tout comme vous, là je suis sûr que je parlais convaincu, et tout comme vous, depuis 21 mois, je passe mes nuits, on n'en dort plus, et je pense qu'ici on est nombreux à ne plus dormir face au malheur syrien. J'ai découvert pas plus tard qu'il y a quelques jours, mardi soir, tard dans la nuit, j'ai découvert, c'est certainement comme vous, qu'un énergumène était en train de manipuler des gaz neurotoxiques. Il a tué 2 lapins dans un bocal, il était masqué, il s'est retourné vers une caméra et voyez ce qu'il dit. Vous les Nusayri et vous les Alaouites, avec la permission d'Allah, tel sera votre sort. Ceci est le gaz qui provoquera votre éradication. Votre agonie ne durera pas une minute. Inch'Allah, telle sera votre fin. Comme vous l'avez vu, vous serez exterminés en 1 minute avec ces armes chimiques et biologiques. Alors, vous y croyez maintenant? Vous, les Nusayri, avez-vous entendu? Vous avez entendu, chien d'Assad? Voici ce qui vous attend. Les lapins n'ont pas tenu 1 minute. Voyez notre arme chimique. Nous avons créé le bataillon du vent destructeur pour vous détruire. Katibat Arih al-Sarsar. Vous savez que je suis en contact avec des dizaines de journalistes. Depuis des mois, depuis 21 mois maintenant. Je leur dis ce qui se passe. Je leur explique l'envers du décor. Vous pensez qu'ils m'ont pris au sérieux? Ils m'ont parlé de propagande. Je leur ai dit, si c'est la propagande du gouvernement, entendez le gouvernement, parlez-en. Il est question d'un appel à la solution finale, d'un appel au génocide contre une partie de la population. Celle-ci aurait pu être sunnite, elle aurait pu être druze, elle aurait pu être chrétienne, peu importe. Mais on parle de civils innocents, on parle de 2,5 millions à 3 millions de citoyens syriens. Et bon, je ne m'y connais pas beaucoup en armes de destruction massive, mais si j'ai bien compris, des armes neurotoxiques, des bombes chimiques, ne font pas le tri entre des alaouites et des non-alaouites.
Ce ne sont pas des bombes intelligentes, enfin elles sont sans doute plus intelligentes que les énergies humaines que j'ai vues sur cette vidéo, mais pour le moment, depuis 5 jours que cette vidéo circule sur le net, personne de la grande presse n'en parle. C'est le grand blackout sur cette... Imaginez qu'un général de l'armée syrienne ait tenu ses propos, ou imaginez qu'Al-Qaïda ait tenu ses propos au Yémen, ou au Pakistan, ou que ce soit n'importe quel régime de n'importe quel pays du monde qui tienne ce genre de propos, dans la minute, il y aurait des flash infos qui parleraient d'une préparation d'un génocide. Mais s'agissant de la Syrie, c'est le blackout. Alors je me demande vraiment si nos amis journalistes veulent faire connaître la vérité sur ce pays. Il y a une militarisation de l'opposition dès le début, on n'en parle pas. Il y a une confessionnalisation du discours de la part de l'opposition depuis le début. Comme par hasard, personne ne le voit. On nous parle d'une révolte, même armée, qui serait pluraliste, qui serait démocratique, etc. Et que le djihadisme, c'est quelque chose de très marginal, 3, 4, 5%. Alors moi, je veux bien les croire. Et donc, on nous indique, par exemple, que Jabhat al-Nusra, le Front al-Nusra, lié à Al-Qaïda, est marginal. Très bien, d'accord, je veux bien vous croire. Je n'y crois pas un mot, mais je veux bien vous croire. Mais je constate qu'il y a d'autres organisations, Ahrar al-Sham, Ghuraba al-Sham, qui sont composées de Turcs de Turquie, mais de Turcs aussi des États turcophones d'Asie centrale, qui disent que leur base arrière, c'est la Turquie, et qu'ils sont en train de se battre pour le califat mondial. Cela non plus, vous ne les avez pas vus? Et alors, mais le comble du comble, c'est qu'ils nous présentent l'armée syrienne libre comme une organisation libertaire, pluraliste et démocratique. Mais que constate-t-on? Il y a 1 mois et demi, Adnan Ar'our, le fameux Adnan Ar'our qui appelle à hacher des citoyens syriens et à donner leur chair aux chiens, à jeter leur chair aux chiens, il a été invité par l'armée syrienne libre. À côté de lui, il y avait un certain Noaimi, qui est le porte-parole de l'armée syrienne libre. Il a été accueilli en grande pompe à Idlib et il a inauguré un nouveau commandement unifié de la rébellion. À côté de lui, je constate qu'il y a un certain Abdel Salim al-Harba. C'est le monsieur Ar'our, c'est l'alter ego de Ar'our, mais qui est actif du côté de Homs. C'est quelqu'un qui a tenu un prêche dans une mosquée qui s'appelle Dabh al-Majrour, égorger devant les égouts, égorger ceux qui boivent de l'alcool, égorger ceux qui vendent de l'alcool, égorger les prostituées. Donc les buveurs d'alcool, c'est égorger les provachards, égorger les mouchards, égorger tous ceux qui parlent avec des militaires, égorger tout le monde. Devant ses ouailles, devant ses hommes, devant ses fidèles. Et ce même homme, ce n'est pas uniquement un prêcheur, ce n'est pas uniquement un prédicateur, c'est aussi un commandant militaire de l'armée syrienne libre. Il suffit d'écouter les chaînes de télé du style Al-Wissal TV, donc chaîne de télévision takfiriste qui n'arrête pas de semer son venin contre les chiites et contre les minorités de Syrie pour se rendre compte que Jaish al-Hur, comme ils disent, c'est leur armée, c'est l'armée de tous ces salafistes, de tous ces takfiristes, et qui n'ont que des éloges pour cette armée. Alors je veux bien qu'on sépare le bon grain de l'ivraie, mais aujourd'hui l'opposition, elle est dominée par ces takfiristes, elle est dominée par ces monstres, par ces génocidaires, par ces racistes, par ces monstres sectaires. Mais, encore une fois, la presse ne veut pas en parler. Alors, je pourrais vous dire, et je pourrais vous énumérer des milliers d'exemples de médias mensonges concernant la Syrie. Mais je pense que vous les connaissez en partie parce que vous les connaissez peut-être tous, parce qu'on suit plus ou moins, on écoute plus ou moins les mêmes canaux, les mêmes journaux, les mêmes moyens de communication qui sont malheureusement sanctionnés. On parlait des sanctions tout à l'heure à l'égard de la Syrie, mais les médias qui sont libres, qui sont indépendants, les médias qui expliquent ce qui se passe réellement, elles aussi, ces médias-là aussi sont soumis à des pressions et à des sanctions. Il y a quelques semaines, la télévision syrienne, c'est plusieurs télévisions syriennes, Ad-Dunya, Al-Akhbariya, je pense, il y a eu Al-Alam, la télévision iranienne, il y a eu Al-Manar qui a été sanctionné par l'Europe. Il y a eu une véritable chasse aux sorcières de la part de nos soi-disant démocraties contre les voix libres ici même. Alors, je pourrais encore une fois vous dire beaucoup de choses sur la Syrie, mais je pense qu'en tant que citoyen syrien issu d'une province orpheline, qui est le Liwa Askandaroun, il faut savoir que je viens de cette province, Alexandrette, je viens d'Antakya. Je pense que ce témoignage, en tant que citoyen syrien, mais sans l'être tout à fait, je pense que cette dimension-là pourrait vous intéresser. Le deuxième aspect que j'aimerais aborder brièvement,
c'est le fait que je sois un ex-prisonnier politique. J'ai été incarcéré en Belgique et aux Pays-Bas en raison de mes convictions. Je pense que cet élément-là pourrait aussi apporter un certain éclairage sur la nature profondément coloniale de la France et de l'Europe en général. D'abord, sur ma citoyenneté. Je suis né en Belgique, mais mes parents sont d'Antakya. Antakya fait partie, est le chef-lieu de la province de l'Ouest-Skenderoun, du Saint-Jacques d'Alexandrette. Et Antioche, c'est une ville qui est vraiment unique en Turquie. Alors je vais vous dire pourquoi elle est unique. C'est d'abord la capitale de la chrétienté. C'est la capitale du christianisme, c'est la première église du monde se trouve à Antioche, l'église de Saint-Pierre. La première fois qu'on a utilisé le terme chrétien, c'était dans une des grottes où les pauvres fidèles, les partisans du Christ, s'étaient réfugiés pour fuir la terreur romaine à l'époque. Antioche, c'est aussi le berceau du seul village arménien de toute la Turquie. Allez savoir pourquoi, en 1915, le génocide jeune turc a provoqué la désarménisation de l'Anatolie, et les pauvres Arméniens se sont réfugiés où? En Syrie. Mais il reste un petit village de Gaulois, je dirais, un village d'Astérix, c'est le village de Warf, qui se situe à 25 km d'Antakya, qui se situe près de Souaidi. Il y a la Turquie, toujours, et M. Erdogan se targue aussi du fait qu'à Antioche, il y a le seul village chrétien de Turquie. C'est le village de Cneido, situé à Altınözü. Altınözü, ça ne vous dit rien, mais Altınözü, c'est Qseyr. Parce qu'il existe aussi un Qseyr du côté d'Antioche. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la terre d'où je proviens, la terre, elle parle arabe. Mon nom peut vous paraître à plus une consonance coréenne qu'autre chose. Kim Jong-un, en fait, c'est Kemoun. Il faut savoir que quand ma province a été annexée, cadeau des Français, quand elle a été annexée par la Turquie, en 1938, les citoyens du Nouveau-Skenderoun ont été soumis à la loi sur les patronymes introduite par Atatürk en 1934. Ce qui fait que tous les noms des villages, des villes, les noms de famille ont été transformés. Et donc je ne m'appelle plus Betelkemoune, mais je m'appelle Kim Jong-gur. Voilà. Et j'ai beaucoup d'amis, j'ai un ami qui vient de Betel Hamed, et c'est devenu Ekşi, parce que Ekşi veut dire Hamed en turc, voyez-vous. Et donc, et ainsi de suite. Donc la terre parle profondément arabe, nous sommes restés arabes, nous sommes restés attachés à notre mère patrie, mais nous nous estimons un peu orphelins, parce que l'arabité, malheureusement, elle date de 1939. On n'apprend plus l'arabe depuis ces années-là. D'ailleurs, si moi je veux écrire en arabe, comme je n'ai pas appris l'arabe tel quel, je l'écris en lettres latines. Il faut savoir que quand M. Erdogan est arrivé au pouvoir, il a utilisé Antioche comme sa carte de visite. Le nouveau symbole de la Turquie, et ça c'était pour adhérer à l'Union européenne et pour montrer patte blanche, pour dire que son gouvernement était très démocratique, etc. Il a montré Antakya, et il a monté en épingle, et il a montré comme un exemple qui résume la Turquie. C'est-à-dire que Antakya a été résumé à une trinité qui était Chan, Ezan, Hazan. Ça veut dire, Chan en turc veut dire la cloche, Ezan c'est l'adhan, c'est l'appel à la prière du minaret, et Hazan c'est le moine de la synagogue. Et effectivement, Antioche est comme cela. Donc elle est composée de diverses minorités. Il y a des juifs à Antioche, il y a des chrétiens, il y a des alaouites, il y a des sunnites qui vivent en bonne intelligence. Mais est-ce que la Turquie est pour quelque chose? Absolument pas. C'est ça la culture syrienne. C'est parce que nous sommes de culture syrienne, c'est parce que nous avons cette culture de la multiconfessionnalité, de la bonne entente, qui est un héritage syrien et que la Turquie n'a rien à voir, puisque la Turquie kémaliste a gommé toutes les différences ethniques et religieuses, et le gouvernement AKP est profondément sectaire. Il faut savoir qu'il ne veut pas intervenir dans la restauration de plusieurs églises chrétiennes ou arméniennes. Il opprime les alaouites dans son propre pays. Ils ne sont pas reconnus en tant que minorité. Et il y a une répression terrible en Turquie. Mais bon, bien entendu, il y a le double discours, il y a le double standard. Quand il s'agit de la Turquie qui opprime les Kurdes notamment, là, il y a les Européens font des appels au calme, sont gentils, ils essayent de convaincre leurs partenaires d'être plus conciliants. En gros, il dit au gouvernement, l'Europe dit au gouvernement turc,
de tuer, mais de tuer en silence. Par exemple, en décembre 2000, on a eu de nouvelles prisons en Turquie. C'était des prisons cellulaires, à cellules d'isolement, donc, qui étaient censées remplacer les chambrées, les grands dortoirs, dans lesquels on se trouvait les prisonniers politiques qui étaient là, entassés par milliers. L'armée turque a utilisé des gaz toxiques, elle a utilisé du phosphore, elle a utilisé des lance-flammes, elle a utilisé des grues pour abattre les murs, pour éventrer les murs, pour déloger les prisonniers de force. À l'époque, moi je faisais partie d'un bureau d'information situé à Bruxelles, une sorte d'OSDH, voyez-vous, d'observatoire, non pas syrien, mais turc des droits de l'homme. Et je dénonçais les crimes de l'État turc. Et vous savez ce qui m'est arrivé? On a testé sur moi la nouvelle loi antiterroriste belge, qui était un copier-coller de la loi américaine. Donc j'ai été le premier, en Belgique, à avoir été condamné dans un premier temps, en première instance, et puis en appel, pour terrorisme. Pourquoi? Parce que j'avais traduit des communiqués d'un mouvement de résistance turque d'obédience marxiste, qui se bat pour l'indépendance de la Turquie, qui veut par exemple que les troupes américaines quittent la Turquie et qui demande la fermeture des bases de l'OTAN. Donc pour avoir traduit des communiqués, j'ai été assimilé à un dirigeant de cette organisation qui se trouve dans la liste des organisations terroristes, et on a requis à mon encontre, le parquet fédéral belge, le procureur fédéral belge a requis à mon encontre 7 ans de prison. Il y a eu un complot pour me remettre aux autorités néerlandaises, parce que j'étais de nationalité belge, et que la Belgique n'extrade pas ses nationaux. On a attendu que j'aille à un concert aux Pays-Bas, étant sur le territoire néerlandais, donc plus protégé par ma nationalité belge, j'étais extradable, entre guillemets, à cause d'une demande d'un mandat d'arrêt international émis par la Turquie auprès d'Interpol. Et donc je me suis retrouvé en prison aux Pays-Bas en vue d'être extradé vers la Turquie. Donc vous voyez, quand on fait du droit de l'hommisme, hein, de l'humanitaire, mais que ça ne leur convient pas, que l'on dénonce des crimes et des exactions qui sont commises par les supplétifs de l'OTAN, par les sous-fifres de l'OTAN, par les soldats de l'OTAN, vous êtes directement taxés de terroristes. Finalement, grâce au mouvement social belge, grâce à l'intelligentsia belge, grâce à des syndicalistes, à des professeurs, etc., qui m'ont connu, parce que bon, je suis né et j'ai grandi en Belgique, j'ai pu être acquitté. Mais j'ai fait 6 mois de prison sans jamais avoir été indemnisé, et j'ai encore et toujours des soucis en termes de recherche d'emploi, parce que j'ai cette étiquette de terroriste. Alors, je voulais vous parler de je voulais apporter ce témoignage-là, parce qu'il apporte un nouvel éclairage, je trouve, sur le 2 poids 2 mesures auquel on est confrontés, nous, Syriens de la mère patrie ou Syriens orphelins comme moi, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, par rapport au malheur que nous vivons. Alors la France, on peut en parler pendant des jours et des heures, parce que si nous, Antiochiens ou habitants de Dewa Skenderun, nous sommes en Turquie, c'est parce que c'est la France qui nous a offert en cadeau. Pourquoi elle nous a offert? Parce que la France, du Front populaire, la France soi-disant progressiste, voulait éviter que la Turquie ne s'allie à l'Allemagne hitlérienne en 1938. Et donc on a été offert, comme la France a saucissonné toutes les communautés et a voulu communautariser la Syrie en créant un État sunnite, un État alaouite, un État druze, un État maronite au Liban, on a été offert, on a été vendu à la Turquie par les Français. Alors moi je rigole bien quand je vois la France qui convoque les amis soi-disant de la Syrie, la France qui a bombardé Damas. D'ailleurs, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'au centre, dans le cœur historique de Damas, il y a une place qui s'appelle Al-Hariqa, la place de l'incendie. Pourquoi l'incendie? Parce que c'est l'aviation française qui a bombardé Damas. On voit encore les traces de la mitraille de l'aviation française, qui a massacré tout le monde, tous les nationalistes syriens, qu'ils aient été palestiniens ou qu'ils aient été arméniens ou kurdes. Je pense à Ahnaino qui était kurde, je pense à Cher Saleh El-Ali. Je veux dire, tout le monde a bavé du colonialisme français. Et aujourd'hui, ils ont bombardé le Parlement. Ils ont bombardé le Parlement. Ils ont bombardé le Parlement. Le Parlement. Absolument. Alors moi, je rigole bien quand je vois cette France coloniale, cette France raciste, cette France colonialiste qui a créé le nifaq entre nous, qui a essayé de créer la fitna entre nous. Cette même France qui remet le couvert en essayant de nous diviser et de nous détruire. Voilà, je vous remercie de m'avoir... Avec cette réunion, il faut que nous, jeunes et vieux, j'espère que nous, avec tous les camarades, tous les amis étudiants ici, nous allons
avons harcelé les médias, nous devons continuer à les harceler. Alors expliquez la vérité. Nous devons aller, s'il le faut, à l'Assemblée nationale, expliquer l'envers du décor, dire ce qui se passe, que l'enjeu ce n'est pas une Syrie révolutionnaire ou une Syrie que sais-je, l'enjeu c'est l'existence même de la Syrie, c'est l'avenir même de la Syrie. C'est la Syrie en tant qu'entité fraternelle, en tant qu'entité la plus démocratique du monde arabe. C'est le pays le plus démocratique du monde arabe. Merci de votre attention.